Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui parle à beaucoup de monde, je pense. Comment un état d'esprit positif peut nous aider à réussir, à être plus heureux? Oui, c'est une question centrale. On va explorer ça en se basant sur les idées d'une vidéo YouTube, une vidéo de Denis Favre qui s'appelle «Cheminer vers le succès grâce à un style de vie positif». D'accord. On a la transcription, donc c'est notre base. L'objectif, c'est simple, essayer de comprendre les grands principes qu'il propose pour atteindre ses buts. On va parler de persévérance, bien sûr, de mental, et puis de quelques techniques assez précises. Mhm. Ce qui frappe tout de suite, c'est l'idée que le talent, bon, c'est bien, mais ça suffit pas du tout. Non, ce qui compte vraiment, ce serait la ténacité, la façon dont on pense. Allez, on décortique ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, la persévérance, c'est vraiment présenté comme le pilier central dès le début. L'auteur cite Benjamin Franklin, l'énergie et la persévérance conquièrent toute chose. Ça pose bien le décor. Ah oui, clairement. Sans cette endurance, Le reste risque d'être un peu bancal. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette persévérance, elle est tout de suite liée au développement personnel, au dépassement de soi. La réussite, c'est pas une autoroute, quoi. C'est plutôt un chemin de montagne, plein de virages. c'est une bonne image. L'important, c'est de continuer, même quand ça monte ou que ça descend fort. C'est cette capacité à tenir bon qui ferait la différence, d'après ce qu'on lit. Tout à fait. Et il y a cette citation de Calvin Coolidge qui est assez percutante, je trouve. Rien dans ce monde ne peut remplacer la persévérance. Oui, elle est forte celle-là. Il dit le talent. Non, il y a plein de talentueux qui échouent. La sagesse, Pareil. l'éducation, même pas. Ce qui serait omnipotent, c'est la persévérance et la détermination. C'est une vision très volontariste. Oui, très axé sur la volonté. Et ça mène assez logiquement au deuxième point clé, le dépassement de soi. Il ne s'agit pas juste de subir et tenir, mais vraiment d'aller chercher plus loin, de repousser ses limites, ou en tout cas celles qu'on croit avoir. C'est un effort actif, donc. Exactement. Une démarche consciente pour sortir de sa zone de confort. Alors, la question c'est comment on fait? Et là, l'auteur propose un cheminement inspiré par Napoléon Hill, 12 étapes pour cultiver cet état d'esprit et arriver au succès, qui est vu comme un équilibre, hein, pas juste matériel. Mhm. Et ça commence par l'étape 1, le désir ardent. On ne parle pas d'un simple souhait, là. C'est décrit comme une obsession, mais positive. Une obsession liée à un but très précis. C'est cette intensité qui rendrait l'impossible possible, en quelque sorte. C'est intéressant, ça met tout de suite l'accent sur l'intensité de notre motivation. Est-ce que c'est juste une envie passagère ou un besoin profond, brûlant? La nuance est importante dans cette approche. Exactement. Ensuite, étape 2, la foi appliquée. Alors attention, ce n'est pas la foi religieuse ici, c'est une confiance mentale totale, Une certitude intérieure. voilà, sans peur, sans doute, qu'on va réussir à atteindre ce désir ardent. Les exemples sont assez forts, Thomas Edison et ses 10 000 essais, le chiffre est peut-être mythique, mais l'idée est là. Oui, l'idée de la ténacité face à l'échec répété. Oui, ou Einstein, qui promet l'argent de son futur prix Nobel à son ex-femme, bien avant de l'avoir. Ça montre une conviction assez folle, vue extérieure. La phrase clé, c'est « Tôt ou tard, l'homme qui gagne est celui qui pense qu'il peut Cette foi appliquée, ça pose quand même la question de la limite avec l'excès de confiance peut-être. ». L'auteur insiste sur l'absence de doute. Comment on garde cette foi quand on se prend des murs? Comme Edison, j'imagine que la réponse c'est la persévérance, encore R. Oui, ça boucle. Et ça nous conduit à l'étape 3, l'autosuggestion. Alors là, personnellement, je trouve que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, l'idée c'est d'utiliser notre imagination, notre propre pouvoir de persuasion sur nous-mêmes pour influencer notre subconscient et au final influencer notre réalité. D'accord, par le penser donc. Oui, mais pas n'importe comment. La répétition, la visualisation quotidienne, c'est nécessaire. Mais le truc essentiel, d'après la source, c'est l'émotion. Il faut y mettre une charge émotionnelle forte, sinon ça reste juste intellectuel et ça n'aurait pas d'effet profond. L'émotion comme carburant. C'est ça. Et il y a deux méthodes, soit visualiser si fort que ça a un impact physique, le cœur qui s'accélère par exemple, soit connecter la visualisation à une émotion forte qu'on ressent déjà pour autre chose. D'accord, utiliser une émotion existante. Et c'est là qu'interviennent les affirmations de Noah St. John. C'est un concept assez malin, je trouve. Au lieu de dire « je suis riche », on se demande « pourquoi suis-je si riche ?» Ah oui, c'est une tournure différente. L'idée, c'est que ça oriente le cerveau vers la recherche de réponses positives, de solutions. Ça s'appuie un peu sur le principe de la loi d'attraction. L'idée qu'on attire ce sur quoi on se concentre, qu'on récolte ce qu'on sème mentalement. Le subconscient, qui gérerait 90% de nos décisions, agirait en fonction de ces questions.
L'histoire de Noah St. John qui racontait est assez parlante. Apparemment, il galérait avec les affirmations classiques, puis il a cette idée sous la douche, l'anecdote classique, hein, et en 2 ans, il passe de problèmes financiers à auteur à succès. C'est l'histoire qui est racontée, oui. Les exemples comme «Pourquoi ai-je autant de succès?» ou «Pourquoi est-ce que je me sens de mieux en mieux?» L'idée, c'est que ça contourne notre scepticisme actuel. Quand on affirme quelque chose qu'on ne croit pas, une petite voix dit «Non, c'est faux». La question positive forcerait le cerveau à chercher pourquoi ça pourrait être vrai. C'est ça. Ça soulève une question importante, effectivement, sur l'impact réel de la formulation sur notre subconscient. Est-ce que poser une question, c'est vraiment plus puissant qu'affirmer? C'est en tout cas ce que cette approche défend bec et ongles. On continue. Étape 4, la spécialisation. Napoléon Hill, toujours lui, pensait que la culture générale, c'était bien joli, mais que ça ne menait pas à la richesse. Ah bon? Selon lui, il faut se concentrer sur un domaine précis et surtout apprendre continuellement dans ce domaine. Le succès viendrait de connaissances très pointues, mais appliquées de façon intelligente. L'expertise ciblée plutôt que l'érudition large. C'est une vision assez pragmatique, orientée efficacité économique. On pourrait objecter que l'innovation naît souvent au croisement des disciplines, mais bon, dans la logique présentée ici, c'est clair, mieux vaut être un expert pointu qu'un généraliste. C'est l'idée. Ensuite, étape 5, l'imagination. Notre capacité à explorer des possibilités dans notre tête, à faire des expériences de pensée, comme on dit. C'est ça qui permettrait d'innover, de trouver des solutions nouvelles, de bouleverser l'ordre établi. On pense forcément aux grands entrepreneurs type Musk, Bezos, Zuckerberg, Jobs. Ils sont partis d'une vision, d'une idée, qui semblait folle au début. Oui, l'imagination comme outil de création, pas juste comme rêverie. La citation de Musk est intéressante. « Si le futur ne consiste pas à pouvoir vivre dans les étoiles, je trouve cela déprimant. » Ça montre bien cette projection mentale très forte. C'est une vision, c'est sûr. L'imagination est présentée comme une faculté active à entraîner. Ensuite, on revient sur Terre. Étape 6. L'élaboration d'un plan. Passer de l'idée, même géniale, à la réalité, ça demande une feuille de route, des étapes claires, précises. Logique. Faut bien savoir où on va. Et là, petit rappel, ce plan, il va forcément rencontrer des difficultés. Donc, il faudra faire preuve de... Persévérance. On y revient toujours. Exactement. Étape 7, la prise de décision. La capacité à choisir vite et à s'y tenir. C'est présenté comme une qualité clé des gens qui réussissent. Ah oui, choisir vite. Pas forcément évident ça. L'idée, c'est d'éviter de rester bloqué dans l'indécision. Et une fois qu'on a décidé, de ne pas se laisser trop influencer par les autres, mais assumer son choix et avancer. Forger son propre jugement. D'accord, c'est peut-être moins la rapidité de l'analyse que la fermeté de la décision une fois prise, et l'action qui suit sans trop douter. C'est probablement ça. Ensuite, l'étape 8, c'est juste un rappel, la persévérance. Le fait que ça revienne ici montre à quel point c'est fondamental dans ce système de pensée. C'est le ciment de toutes les autres étapes. C'est clair, le message est martelé. Étape 9. Le pouvoir de l'alliance d'esprit. Ou, plus simplement, l'importance d'avoir un entourage positif. Ah, le fameux entourage. Oui, avec la citation de Jim Rohn. Nous représentons la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. L'idée est simple. Si on s'entoure de gens dynamiques, intelligents, positifs, ça nous tire vers le haut. Et inversement? Et inversement, il faudrait activement éviter les personnes qui nous plombent, les ondes négatives. L'exemple de Steve Jobs est cité. Ce n'était pas lui l'ingénieur de génie au départ, c'était Wozniak. Mais Jobs savait s'entourer. Il disait embaucher des gens plus intelligents que lui pour qu'ils lui disent quoi faire. C'est une forme d'intelligence aussi, savoir bien s'entourer. Ça rejoint une autre idée de Heil. L'homme instruit, ce n'est pas celui qui a toutes les connaissances en tête, mais celui qui sait où les trouver et comment les organiser. Ce point sur l'entourage est vraiment crucial, on le retrouve partout en développement personnel. La source parle d'alliance d'esprit, c'est presque un cerveau collectif, non? Mais elle a l'air assez radicale sur le fait d'éviter les gens négatifs ou malchanceux. Est-ce qu'il y a une nuance là-dessus ou c'est vraiment couper les ponts? Ça semble assez direct, oui. L'accent est mis sur la protection de son propre état mental avant tout. D'accord. Ensuite, on entre dans des étapes plus internes, disons. Étape 10, le subconscient. Il est décrit un peu comme un ordinateur, une machine logique qui applique à la lettre ce qu'on lui suggère, que ce soit positif ou négatif. Il ne juge pas, il l'exécute. Voilà, d'où l'importance de lui donner consciemment des instructions positives. Semer du positif pour récolter du positif, en gros. Étape 11, le cerveau humain. La métaphore utilisée est celle d'une radio.
Notre cerveau émettrait et recevrait des ondes de pensée. Ça illustre l'idée d'une connexion, d'une influence entre les esprits. C'est une image pour expliquer l'intuition ou l'influence mutuelle, peut-être? Peut-être. Et on arrive à la dernière, étape 12, le sixième sens. Alors là, c'est présenté comme le niveau ultime, accessible seulement si on maîtrise bien les étapes d'avant. Le sommet de la pyramide. C'est ça. C'est lié à ce qu'il appelle l'imagination créatrice, une partie du subconscient. On y accéderait par la méditation. Ça ouvrirait la porte à une intuition supérieure, une sorte de guide intérieur, d'ange gardien. C'est la partie la plus ésotérique, on va dire. Oui. Et une technique proposée, c'est celle des conseillers invisibles. Choisir des grandes figures qu'on admire et imaginer comment elles réagiraient et comment elles penseraient à notre place. C'est une technique de modélisation mentale, en fait. Intéressant comme exercice, même si le concept de sixième sens reste assez flou dans la description. Tout ce parcours, ces 12 étapes, ça nous mène à une conclusion. Et notre état d'esprit, c'est vraiment le facteur clé du succès. Mais attention, le succès ici, c'est pas juste la réussite matérielle. La vraie réussite, ce serait la paix intérieure. Oui, la maîtrise de soi, quelles que soient les circonstances. C'est une définition importante. C'est ça. Et cette focalisation sur l'état d'esprit est essentielle. D'ailleurs, l'analyse mentionne les biais cognitifs négatifs, notre tendance naturelle à voir le négatif, à accepter plus facilement la défaite, elle serait liée à ça. Ah oui? Les chiffres cités sont assez interpellants, hein. 60 000 à 80 000 pensées par jour et 80% seraient négatives. Bon, les chiffres exacts sont peut-être discutables, mais l'ordre de grandeur... Ça fait réfléchir. Si on relie ça à ce qu'on sait en psychologie cognitive, ça explique pourquoi c'est si facile de tomber dans le pessimisme et pourquoi inverser la tendance demande un vrai travail conscient, répété. C'est pas simple, mais c'est présenté comme tout à fait faisable. C'est la vieille histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, finalement. Exactement. Et selon ce document, choisir de voir le verre à moitié plein, c'est pas juste une question de tempérament. C'est un levier puissant pour transformer un échec en opportunité. Oui, mais il faut bien comprendre ce que l'auteur entend par pensée positive. C'est pas nier les problèmes ou faire l'autruche, ça serait contre-productif. Ce serait naïf, oui. C'est plutôt la capacité à regarder au-delà des difficultés immédiates, à chercher le côté positif, même petit, ou au moins la leçon à tirer pour la suite. Dans cette optique, un échec, c'est plus une catastrophe, c'est une information, un ajustement de trajectoire. Une étape. Voilà. Mais ça demande de la discipline mentale, c'est sûr. Des rappels constants, d'où l'intérêt des affirmations peut-être, et des actions alignées avec cet état d'esprit. Et quels sont les avantages concrets mis en avant si on adopte cette attitude positive? Il y en a plusieurs. D'abord la santé, mentale et physique. Ah oui, Moins de stress, moins d'anxiété, moins de dépression. Ça crée un environnement intérieur plus serein. Ça aide à mieux gérer les coups durs. Et ça aurait même un impact sur la santé physique en réduisant les risques de certaines maladies. intéressant. Et ensuite? Ensuite, la productivité. Un vendeur optimiste serait plus performant. Un manager positif créerait une meilleure dynamique d'équipe. Ça pourrait aider à avancer dans sa carrière. Logique. Et enfin, la vie sociale. On est plus facilement attiré par les personnes positives. Ça rend les interactions plus agréables, plus fluides. C'est vrai qu'on préfère souvent la compagnie de gens optimistes. Alors, comment on fait pour cultiver cette positivité au quotidien? La source donne des pistes? Oui, plusieurs méthodes sont suggérées. D'abord, les affirmations. On en a déjà parlé. Commencer sa journée avec des phrases positives pour programmer son esprit. Mhm. Le point clé, c'est d'y croire un minimum soi-même. L'autocroyance est essentielle. Les dire à voix haute, ça renforcerait l'effet sur le subconscient. Des exemples de mantras sont donnés. Mon esprit est un jardin où je sème la positivité. Rien n'étant ma lumière intérieure, l'impossible recule quand j'agis. D'accord. Il faut trouver celle qui nous parle. Exactement. Deuxième piste, choisir ses influences positives. S'entourer de personnes qui nous soutiennent, qui nous tirent vers le haut. Et, corollaire, peut-être prendre un peu de distance avec celles qui sont systématiquement négatives ou critiques. Le fameux entourage, encore. Oui, et ça inclut aussi les influences médiatiques. Suivre des personnalités inspirantes, lire des livres de développement personnel, écouter des podcasts positifs. Se nourrir de positif. Troisième point. La gratitude. C'est présenté comme un élément essentiel des relations saines et un signe d'intelligence émotionnelle. Et les recherches scientifiques tendent à le confirmer. Pratiquer la gratitude régulièrement rendrait plus heureux et serait bon pour la santé. Juste prendre le temps de reconnaître ce qu'on a de bien dans sa vie. C'est ça. Un exercice simple, mais apparemment très puissant. Ensuite, une distinction importante. Être proactif,
plutôt que réactif. C'est-à-dire? Accepter ce qui est hors de notre contrôle, ne pas ruminer dessus. Mais pour tout ce sur quoi on peut agir, prendre les devants. La réactivité, c'est subir les événements et y réagir après coup, souvent négativement. La proactivité, c'est décider de ses objectifs et agir pour les atteindre, créer ses propres opportunités. Prendre le contrôle de ce qu'on peut contrôler. Exactement. Et enfin, dernier point, se focaliser sur la solution, pas sur le problème. Quand un obstacle apparaît, au lieu de s'appesantir sur le problème lui-même, diriger son énergie vers la recherche active de solutions, même petites. Ça maintient une dynamique positive. Oui, ça garde en mouvement. Avancer, un pas après l'autre. L'important, c'est de ne pas rester bloqué. Bon, alors si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Fondamentalement, que le succès tel qu'il est défini ici, un mélange de réussite extérieure et de paix intérieure, ça se construit beaucoup de l'intérieur. Oui, c'est une affaire d'état d'esprit avant tout. Ça demande un mélange de plusieurs choses. Une persévérance à toute épreuve, ça c'est clair. Des techniques mentales spécifiques, comme l'autosuggestion, les affirmations, un entourage qu'on choisit bien, et surtout, une décision consciente, renouvelée chaque jour, de rester positif et proactif. Tout à fait. Et il faut garder en tête cette nuance importante que la source apporte. La vraie mesure du succès, au final, ce n'est peut-être pas tant ce qu'on accumule, mais notre capacité à rester serein, maître de soi, peu importe les hauts et les bas extérieurs. La paix intérieure comme objectif ultime. C'est peut-être ça, oui, le véritable enjeu derrière toutes ces étapes. Et pour finir, peut-être une petite piste de réflexion pour ceux qui nous écoutent. Oui, L'idée des conseillers invisibles est assez stimulante, je trouve. Si on devait choisir une personne, historique ou actuelle, qui incarne une des qualités dont on a parlé, la persévérance, l'imagination, la capacité de décision, peu importe, qui choisirait-on comme conseiller invisible personnel? Et pourquoi cette personne en particulier? Bonne question. Réfléchir à ça, ça pourrait être une façon très concrète de s'approprier ces idées et de commencer à modeler activement son propre état d'esprit. Exactement. Une manière de rendre tout ça un peu plus personnel et applicable.